Bonjour à tous. Alors on va reprendre. Moi je suis le docteur Satchel Cohen, donc je suis chef de clinique dans le service de pédopsychiatrie de Versailles chez le professeur Speranza et que je remercie de me permettre de participer à cette présentation ainsi que le professeur Scheuken. C'est toujours un plaisir de retrouver mes collègues pour vous parler du modèle GPM. Et donc maintenant qu'on a vu un peu les principes de mise en place, ce que je vais vous présenter, c'est comment on fait en pratique, nous en tant que cliniciens, quand on est face aux ados et face aux familles, pour travailler avec eux selon les principes GPM. Alors, vous pourriez commencer comme ça, en disant à votre patient, votre patiente et sa famille, vous pouvez compter sur moi pour vous rencontrer, vous et votre famille, aussi longtemps qu'il le faudra. Et bien entendu, je vous rencontrerai plus souvent si vous le jugez nécessaire. Est-ce que ça, c'est la bonne façon de procéder pour le modèle GPM? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec des objectifs et, comme vous l'ont dit mes collègues, ne faire que ce qui est utile. Si ce n'est pas utile, on diminue la prise en charge. Et donc on va plutôt partir sur la base d'une fois par semaine pour le patient. J'ai mis pour votre fille ici, mais évidemment fille ou garçon. Et puis d'avoir les parents tous les mois pour voir si ça peut vous aider. Vous voyez que dès le début, c'est une idée, mais on va s'adapter aux objectifs qu'on s'est fixés et à l'efficacité qu'on va avoir. Et on va être souple selon l'efficacité qu'on a sur le cadre qu'on fixe. Nous ne nous rencontrons pas plus fréquemment avant de voir si je peux être utile pour elle et pour vous. Ce qu'on fait, ça doit être utile. Et tout ce qu'on met en place doit avoir une efficacité qu'on doit pouvoir mesurer et faire voir aussi bien aux patients qu'à la famille. Comment on va savoir? On va se fixer des critères dès le départ. Les critères, ils peuvent être comportementaux. On va le voir si les automutilations diminuent, par exemple, si les comportements de colère à la maison diminuent, mais aussi les critères émotionnels, aussi bien pour le patient que pour sa famille. On va le savoir si la patiente se sent mieux, si la tension à la maison diminue, si tout le monde se sent mieux à la maison. Et puis on va aussi avoir l'idée qu'on essaye de mettre en place des relations sécures entre nous, thérapeutes, le patient, sa famille et aussi la famille et nous. Et donc on s'attend à ce que l'ensemble des relations soit basé davantage sur la confiance et moins sur le contrôle. Ça, c'est le signe qu'on avance dans la bonne direction. Si on n'est pas dans cette direction-là, il faut qu'on puisse questionner notre traitement et on va prévenir dès le départ que si on n'y est pas, on va questionner. Voilà le cadre global. Une fois par semaine avec l'adolescent en individuel. Impliquer les parents très souvent dans la prise en charge, au début mais aussi tout au long du suivi. La durée va dépendre des progrès réalisés et donc on a toujours l'idée de se fixer des objectifs et les réévaluer régulièrement pour voir comment on adapte notre cadre à ce qui se fait vraiment dans la réalité et pas à ce qu'on avait nous aussi peut-être idéalisé dans la prise en charge. On va travailler avec les autres, ce qu'on appelle ici les traitements adjuvants. Ça sera l'objet d'un chapitre à part sur la fin de la journée. Comme vous le disait Marlène, on va encourager ce qui se passe à l'extérieur de la thérapie. Les progrès, ils ne se font pas en thérapie, le rétablissement, il ne se fait pas en thérapie, il se fait à l'extérieur, principalement à l'école, mais aussi avec les amis. Et donc, on va encourager tout ce qui est reprise de rôle social de l'adolescent et l'adolescence avec les pairs, dans les activités extrascolaires et à l'école. Et puis, nous aussi, on va travailler en équipe avec nos propres pairs. On ne va pas rester tout seul et on va s'appuyer sur toutes les discussions qu'on peut avoir, toute la multimodalité qu'on peut avoir pour encore une fois, mettre en jeu ce qui se passe, réfléchir et essayer d'avoir plusieurs approches et de pouvoir toujours questionner ce qu'on fait et être le plus souple et le plus ajusté possible. Sur les familles, donc comme vous le disait Marlène, c'est extrêmement important de les impliquer. Il y a tout un corpus de littérature qui montre que les familles sont non seulement en grande détresse, mais en plus en demande d'informations. Et enfin se sentent abandonnés par le système de soins qui souvent ne les prend pas assez en compte. Le postulat GPM, c'est au contraire, on va travailler avec eux, on va travailler différemment selon l'âge de développement du patient,
En résumé, plus le patient il est dépendant de sa famille, plus on va intégrer la famille. Quitte à parler du diagnostic en premier à la famille, si par exemple le patient est très jeune, si c'est un préado et que c'est difficile pour la famille de pouvoir entendre qu'on parle d'abord du diagnostic au patient. En revanche, pour des patients plus vieux, à ce moment-là, on va prendre peut-être tout le monde ensemble, discuter le diagnostic tous ensemble et voir comment chacun comprend notamment le modèle de l'hypersensibilité interpersonnelle. Et puis, même pour les ados les plus vieux, on va garder en tête que même s'ils partent de la maison, souvent ils restent dépendants financièrement de leur famille, ils vont leur demander conseil pour leurs études, ils vont en fait être encore très liés, même s'ils ne sont plus au domicile. Et donc, même pour des ados de 17-18 ans, ou même dans le modèle GPM au-delà de 20 ans, on va continuer à travailler avec la famille, mais évidemment, avec plus d'autonomie de l'ado, on va cette fois être plutôt vers le curseur une fois par mois avec la famille. La famille va nous aider à la fois dans l'évaluation des symptômes, parce qu'il y a ce que nous raconte l'ado, mais comme vous disait le professeur Speranza, on est souvent dans le « tout va très bien », et puis vous rencontrez la famille qui vous explique que en fait, il y a un questionnement d'orientation qui est en train de se faire à l'école, qu'il y a des soucis avec les amis de l'ado dont les parents ne savent pas s'ils peuvent venir ou pas à la maison, la famille ne sait pas comment fixer les limites, peut-être qu'il y a un trouble du comportement alimentaire dont l'ado vous a pas parlé parce que c'est trop intime, mais que la famille a bien vu et qui retentit sur l'ensemble de la vie familiale. Bref, on va multiplier les points de recueil, avoir les symptômes du patient, mais aussi avoir la famille dans tout ce qu'elle peut nous apporter de regard clinique. Et on va s'en servir comme élément de sémiologie. Tout ce qu'on dit comme diagnostic au patient, on va aussi le dire à la famille. Tout ce qu'on fait en psychoéducation aux patients, on va aussi le faire à la famille, au début, mais aussi faire des rappels assez réguliers, parce que ce qu'on veut, c'est que tout le monde comprenne de mieux en mieux l'hypersensibilité interpersonnelle et que aussi bien le patient que sa famille puissent lire les situations avec le modèle de l'hypersensibilité interpersonnelle. Enfin, on va orienter les familles vers des dispositifs de traitement. À Versailles, on est très impliqué dans le développement de l'intervention connexion familiale, qui est basée sur la thérapie comportementale dialectique. Il y en a aussi d'autres. Le professeur Speranza vous parlait de FACTS, par exemple, qui est basé sur la mentalisation, ou du programme Mère Stratégie en Australie. Bref, il y a tout un tas de dispositifs, et mon expérience, c'est que c'est un grand soulagement pour les familles de savoir, comme disait Marlène, qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent être aidées. Évidemment, se pose la question, plus l'ado est grand, de qu'est-ce qu'on dit à la famille, qu'est-ce qu'on dit à l'ado. On va être très clair dès le début aussi sur le cadre et énoncer que tout ce qui peut rester entre nous avec l'ado va rester entre nous, sauf les questions de sécurité. Tout ce qui a trait au suicide et aux menaces pour la vie, là on en parlera à la famille, que l'adolescent soit d'accord ou pas. Ça pose généralement pas du tout de problème de le dire au début et tout le monde est d'accord et même ça sécurise l'ado. Ce qu'on essaye de travailler avec les familles, c'est des objectifs communs. On ne peut pas travailler avec une demande de la famille qui va peut-être vouloir que l'ado fasse ses devoirs en un temps donné et la demande de l'ado qui peut être « moi ce que je voudrais c'est que ça se passe mieux avec mes amis à l'école ». Il faut arriver à ce qu'on ait un peu tous le même focus parce que c'est déjà suffisamment difficile de se fixer des buts et ensuite de se dire qu'on progresse vers des buts. Donc il faut dès le départ qu'on arrive à savoir vers quoi on va et qu'on ait une demande commune. Ensuite, avec la famille, on va travailler sur diminuer l'intensité des émotions exprimées, qui sont toutes les réactions émotionnelles de la famille au comportement dysfonctionnel de l'ado. Et il a été montré que notamment la dimension critique de non-validation, si on prend le modèle de la thérapie dialectique, va augmenter les symptômes borderline. Donc, plus la famille arrive à comprendre ce qui se passe, moins ils vont être dans la critique, et plus il va y avoir d'apaisement de l'ensemble du climat familial. Ce qu'on veut aussi du côté des jeunes, c'est que tout le système familial soit sensibilisé à qu'est-ce que c'est les situations qui risquent de faire des décompensations et donc pouvoir faire de la prévention. Et puis aussi on veut insister sur le fait que c'est important de construire sur des choses positives et qui restent des bons moments. Souvent c'est des systèmes familiaux où on ne parle plus que des problèmes, on ne parle plus que de ce qui va mal. On a eu une maman en groupe TCD la semaine dernière qui nous disait « mais je ne passe plus que des moments à éteindre le feu et à faire le pompier ». C'est très important que vous, en tant que thérapeute, vous puissiez remettre du focus sur ce qui va bien et aussi qu'il y ait des bons moments. Voilà des exemples de ce que moi je peux dire aux familles. Qu'est-ce que c'est les difficultés que vous rencontrez en tant que parent? Comment est-ce que les difficultés de votre ado retentissent sur votre famille?
Est-ce que vous avez l'impression que vous parvenez à aider votre adolescent? Et si oui, qu'est-ce que vous faites? Quand je fais ça, j'ai envie de savoir s'ils ont déjà des ressources. Souvent, ils en ont et c'est très important de les valoriser. Et puis, eh ben, il est important que vous puissiez participer et qu'on juge de l'efficacité en prenant aussi en compte votre avis. Toujours cette idée que ce qu'on fait, on va le faire en fonction d'objectifs et on va monitorer les résultats et on va impliquer tout le monde dans l'évaluation des résultats pour avoir une évaluation commune. Côté adolescent, cette fois-ci, on va favoriser l'autonomie. Autant avec les familles, on va être extrêmement contenant, et les familles, souvent, elles sont toutes seules, et donc elles ont besoin qu'on soit contenant et qu'on les accompagne beaucoup. Autant les ados, souvent, ont le sentiment qu'on a été beaucoup sur leur dos, qu'on leur a beaucoup dit ce qui n'allait pas, et qui ne sont pas forcément entendus et validés dans ce que eux ils ressentent, et dans ce qui pour eux est important. Donc la posture JPM, c'est vraiment favoriser le sentiment de compétence personnelle de l'ado et favoriser qu'il soit acteur lui-même de ses soins, surtout en dehors de la thérapie. Donc c'est lui qui décide si ce que vous dites correspond à son expérience et on va avoir cette posture de non-savoir. Oui, voilà mon idée, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu ressens? Moi, voilà ce que je pense, et c'est pas forcément la même chose que ce que toi tu penses. Quel est ton avis? Et s'il s'avère qu'au cours du traitement, l'ado n'est pas d'accord avec vous, bah c'est très intéressant comme information. On ne va pas du tout le banaliser et on va vraiment le prendre très au sérieux. Ah bon, on n'est pas d'accord, mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas d'accord? Quel est ton point de vue? Ça m'intéresse. Ce qu'on veut, c'est avoir un accord le plus autonome possible, que l'ado soit lui-même agent de sa thérapie, pour qu'on ait le plus de motivation aussi au changement. Parce que tout ce qu'on va venir mettre, nous, de notre posture externe de savoir, peut être perçu comme encore une injonction, et donc pas du tout investi. Voilà des exemples de ce que moi je peux dire. Alors, se concentrer sur la plainte principale de l'ado, qui n'est pas forcément ce que vous allez repérer en symptômes, et qui n'est pas forcément ce que les parents ont repéré en symptômes. Qu'est-ce qui, toi, te gêne le plus? Qu'est-ce que toi, t'aimerais changer dans ta vie? Et d'abord construire là-dessus. Et régulièrement, au cours du suivi, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on fait? Est-ce que tu es d'accord de travailler comme ça? Est-ce que ce que je te propose te semble pertinent? Et puis aussi, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, est-ce que tu as l'impression qu'on atteint nos objectifs? Est-ce que toi, tu as l'impression d'atteindre tes objectifs? Est-ce que ça marche? Ou alors, toujours dans une posture de non-savoir, voilà ce que c'est moi mon idée là de ce qu'on pourrait faire, et toi qu'est-ce que tu en penses? Et si l'ado n'est pas d'accord, je peux très rapidement, moi, changer aussi mon focus, et avoir cette souplesse de dire, bah, je prends en compte les nouvelles informations, et on utilise vraiment dans le flow de ce qui se fait. Et donc le but de tout ça, c'est d'arriver à construire de l'alliance, et à vraiment baser tout ce qu'on fait sur l'alliance, d'une part l'alliance avec l'ado, d'autre part l'alliance avec la famille. Et pour ça, pour toujours avoir à l'idée qu'on vérifie que ce qu'on fait est efficace et sinon on se réajuste, on va pouvoir se baser sur des critères qui ont été établis par la recherche chez l'adulte, qui sont très résumés ici, mais à 1 mois, on doit avoir une diminution de la détresse aiguë. Aussi bien pour l'ado qui doit se sentir un peu mieux que dans le système familial où les moments de grande détresse émotionnelle doivent avoir diminué. Et puis on s'attend à ce que l'adolescent il commence à participer activement. On va lui donner des tâches à domicile, on s'attend à ce qu'il les fasse. Si vous vous rendez compte qu'il ne les fait pas du tout, il y a quelque chose qui cloche et qui a à revoir. Pareil pour la famille, on s'attend à ce qu'ils deviennent acteurs du traitement. On a été les chercher, on leur a donné des moyens de psychoéducation. On attend aussi qu'eux, ils s'investissent. Et puis, de notre point de vue à nous de thérapeutes, on va être très attentifs aux éléments de contre-transfert, d'empathie qu'on peut ressentir, de tout ce qu'on peut ressentir. Est-ce qu'on commence à s'apprécier? Est-ce qu'on commence à apprécier la famille? Est-ce qu'on commence à apprécier l'ado? Ou est-ce qu'au contraire, on vient un peu en thérapie en traînant des pieds? Et puis, dès 2-3 mois, on s'attend à une diminution plus comportementale. Alors, du point de vue de l'ado, ça va être les automutilations qui diminuent, par exemple, ou les idées suicidaires. Et puis, du point de vue de la famille, ça va être une diminution des situations qui mènent à l'explosion. Une diminution du moment où tout le monde commence à monter dans les tours, comme disent souvent les familles. Et puis, on s'attend aussi à ce que ce qu'on dit à la famille, c'est-à-dire qu'on va marteler et marteler et marteler le modèle de l'hypersensibilité interpersonnelle, et on s'attend à ce qu'ils commencent à se l'approprier, à ce qu'ils vous disent, bah là j'ai repéré qu'en fait, il s'est passé ça, il y avait cette hypersensibilité. Ça peut venir de l'ado, ça peut venir de ses parents, ou ça peut venir des deux ensemble. Vous pouvez avoir un ado qui dit, ah bah là, j'ai vu par exemple que tu prenais
beaucoup plus en compte que c'était difficile pour moi ou que je me sentais un peu menacé. Et puis nous, on s'attend aussi à ce que notre empathie augmente et à ce qu'on commence à être de mieux en mieux investi par la famille dans ce qu'on fait. Et puis, dès 6 mois, ce qu'on veut, c'est que l'ado et sa famille reprennent des responsabilités. Encore une fois, ce qu'on fait, le travail en thérapie doit se voir à l'extérieur de la thérapie, et le but, c'est d'avoir une vie à l'extérieur de la thérapie. Donc le patient doit reprendre un rôle social, et la famille doit pouvoir l'aider, par exemple, dans ses choix d'études, ou venir soutenir tout ça. On s'attend à une appropriation de plus en plus fine du modèle de l'hypersensibilité interpersonnelle par l'ado et par sa famille, et nous, on s'attend à être investi un peu plus comme une figure d'attachement sécure, c'est-à-dire qu'on vienne nous dire les choses, qu'on sente qu'on nous fait confiance, et que le patient et sa famille sentent qu'on est stable et qu'on peut les aider, et qu'on peut prendre soin d'eux. Donc l'enjeu là-dedans, c'est de faire vraiment, au fur et à mesure du suivi, intégrer le modèle de l'hypersensibilité interpersonnelle, c'est-à-dire comprendre avec l'hypersensibilité interpersonnelle comment les autres vont faire passer d'un état stable à un état peut-être un peu plus angoissé, voire plus menacé avec des comportements à risque, et puis aussi comment les réactions du patient peuvent affecter les autres et donc faire cette boucle relationnelle qui fait que ce que fait le patient dans un état menacé va souvent faire que la personne en face va s'éloigner encore plus et augmenter la détresse. Et comme on travaille avec des adolescents, on va s'aider très facilement de petits dessins. Voilà un exemple de cartoon qu'on peut faire avec un ado. Vous voyez un ado qui va rencontrer un de ses camarades, qui en fait est dans un état neutre et n'a pas énormément d'expression faciale, mais tout de suite, en bon ado borderline, il va surinterpréter les micro-signes et transformer ça en potentiel signe de rejet ou d'abandon. Ça doit être qui m'aime pas. Du coup, état d'angoisse, passage à l'acte, de ne plus arriver à mentaliser, il va l'insulter. Ce qui fait que l'autre va partir. Ce qui fait qu'il va se sentir encore plus seul. Voilà un exemple de ce qui peut se passer à répétition, et ce qui nous intéresse, c'est de le faire comprendre et de montrer qu'il y a quelque chose qui se répète, pour que ça rentre dans le fonctionnement de l'ado et que lui-même il puisse lire ces situations interpersonnelles en termes de déclencheurs interpersonnels. Dans la construction de l'alliance thérapeutique, ça va être important aussi d'être narratif. On a des ados, le professeur Scheuken vous en a parlé au tout début, qui ont un sens du soi très fragmenté. Les émotions, elles changent tout le temps, les buts, ils changent tout le temps, l'environnement, il change tout le temps aussi, parce que des fois il comprend, des fois il ne comprend pas. Et donc on arrive avec des ados qui souvent donnent plus trop de sens à leur vie et à eux-mêmes. Et ce qu'on veut, c'est les remettre aussi sur cette trajectoire développementale-là, de se construire un soi un peu unifié. Et pour ça, on va utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. Ça peut être construire une autobiographie, et donc on va en profiter encore une fois pour aller voir dans l'autobiographie est-ce qu'il n'y a pas des moments où l'hypersensibilité interpersonnelle s'est manifestée. Ça peut être, nous, d'une session à l'autre, reparler de ce qu'on a dit à la session précédente, montrer qu'on se souvient, montrer que nous, on fait continuité entre les sessions, et que les sessions ne sont pas dissociées entre elles. Des fois, il y a des patients qui ont complètement oublié ce qu'on a dit la semaine d'avant. Bah non, et en fait il y a une continuité et on est sur un processus à long terme. Ça peut être aussi, comme je le disais, remarquer les tendances et remarquer les schémas relationnels qui se mettent en place, aussi bien à l'école qu'avec la famille. Ça peut être, sur le modèle de la thérapie dialectique comportementale, prendre une situation et faire ce qu'on appelle une analyse en chaîne, c'est-à-dire détailler très précisément, en utilisant la métaphore du zoom. Moi je dis... on va faire comme s'il y avait et je l'ai piqué à Gunderson dans le modèle JPM, on va détailler la situation comme si on était dans un film, mais que là on mettait au ralenti et qu'on allait voir étape par étape. Alors là, si je reprends le cartoon, il est venu vers toi, qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? J'ai pensé que peut-être il ne m'aimait pas. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, je me suis approché de lui, etc., etc. Et on va découper comme ça très très finement. Pour nous, ça peut sembler un peu fastidieux, mais en fait, les ados comprennent vraiment pas ce qui s'est passé, et ce passage par des petites étapes très fines peut leur permettre de mieux s'approprier le modèle de l'hypersensibilité interpersonnelle. On peut leur proposer de faire un journal ou un dossier thérapeutique où ils notent pour eux ce qui est important. On peut utiliser toutes les formes structurées qui nous semblent intéressantes. Et puis, ça sera détaillé un peu plus tard, mais on va être multimodaux le plus possible avec la métaphore que un arbre pousse mieux s'il a plusieurs racines.
Donc on travaille sur la racine des relations interpersonnelles avec les amis, d'accord, mais comme disait Marlène tout à l'heure, on travaille d'abord sur comment se construire à l'école, sur comment réinvestir des activités à l'extérieur de l'école, comment avoir plusieurs axes de travail pour que s'il y en a un où c'est plus difficile, par exemple s'il y a un conflit avec les amis, on puisse s'appuyer sur les autres. On peut parler du fait de grandir, puisqu'on travaille avec des ados et que ce qu'on fait finalement c'est les aider à grandir et ça peut faire beaucoup de bien qu'on le formule comme ça. On va utiliser le téléphone, j'y reviendrai, et on va montrer, comme je le disais, les schémas qui se répètent. Ce qui est important et utile dans le modèle GPM, c'est que ça nous permet d'anticiper les difficultés et on va être encore une fois proactif. On le sait qu'il y a de l'hypersensibilité interpersonnelle, on le sait qu'il va y avoir des moments de thérapie où ça va moins bien se passer, on le sait aussi, comme le disait le professeur Speranza, que c'est des moments normaux et qu'on peut réparer. Et donc on va le dire dès le début. Moi je dis, il y aura probablement des moments où je vais t'énerver et c'est normal. Et surtout si ça arrive, dis-le moi, qu'on puisse travailler dessus et qu'on puisse en faire un objectif. Donc ce que je veux faire dans ces cas-là, c'est montrer que moi j'ai pas du tout peur des moments de désorganisation dans l'alliance. Je sais qu'ils vont arriver, ça ne m'empêchera pas de travailler. C'est généralement assez sécurisant pour les patients et j'ai observé que moi quand je dis ça, il y a quelque chose qui se pose et déjà l'ado parle plus. Mon but c'est que tu restes en vie et que tu sois en sécurité, autant être clair. On veut travailler, comme disait Marchainen, avec des patients vivants parce que les patients morts ne peuvent pas aller mieux. Le plus important, c'est que ce traitement te permette de te sentir mieux dans ta vie. Et donc, il faudrait être certain que ce qu'on fait, c'est utile pour toi et on va le réévaluer régulièrement. On peut créer un plan de crise dès le début, encore dans l'idée d'anticiper les difficultés. Et on peut le faire avec l'ado, on peut aussi faire un plan de crise avec la famille, qui souvent est demandeuse. Et puis, on va dire dès le départ notre cadre sur le fait que secret, d'accord, mais sur les questions de sécurité est vital, en ayant aussi en tête que c'est les questions qui peuvent nous mettre en jeu sur le plan médico-légal. On parlera aux parents, et c'est comme ça. Sur la disponibilité téléphonique, on va du côté de la TCD, donc la thérapie comportementale dialectique, c'est un coaching téléphonique dans le modèle H24. Du côté de certains autres modèles thérapeutiques, il n'y a pas besoin de faire du coaching téléphonique. Le modèle GPM, il est un peu entre les deux. Oui, on est là au téléphone, mais de façon la plus restreinte possible. Si le patient nous appelle, on va se centrer sur l'ici et maintenant, voir comment on peut l'aider à mobiliser des ressources dans la situation de crise, et très vite passer à autre chose, et pas parler d'autre chose, et pas parler des problèmes autour, et se voir la prochaine fois en thérapie. Ce qu'on veut, c'est profiter de ces moments-là pour généraliser les compétences, et rajouter une couche de psychoéducation. Mais en même temps, donner le message que, d'accord, on est là, mais le but c'est de favoriser l'autonomie. C'est quand même pas nous, thérapeutes, depuis notre petit bureau, qu'allons être les garants de la sécurité du patient. Il faut que ça soit lui ou elle. Et c'est ce qu'on essaye de travailler au fur et à mesure du suivi. Donc on va construire comme ça une pyramide d'objectifs et les réévaluer régulièrement. Les objectifs à court terme, ça va être de diminuer les automutilations, d'avoir une mise en sécurité du patient, une diminution des idées suicidaires, mais tout en ne se présentant pas du tout comme quelque chose qui est là juste pour remettre le patient en sécurité et diminuer les comportements suicidaires. Non, ce qu'on veut, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc, ce qu'on veut, c'est une remise sur la trajectoire développementale, c'est-à-dire des meilleures relations sentimentales, une reprise de rôle social. Pour autant, les étapes, c'est des objectifs, le principe des petits pas, ce qui va nous permettre de renforcer à chaque objectif que ça marche, ce qui est extrêmement important pour des ados qui ont très souvent expérimenté qu'ils font de leur mieux, mais ça rate ou ça ne réussit pas aussi bien que ce qu'ils auraient idéalisé. Donc, on va complètement assumer de prendre des petits pas et de les renforcer petit pas par petit pas. Et puis, l'école avant l'amour, on vous l'a répété et répété au fur et à mesure des présentations, c'est vraiment important et on va dire que tout comme on fait chez l'adulte, si on veut être plus attirant, bah autant fonctionner bien à l'école. Ça donne quand même plus envie d'avoir des relations sentimentales. Donc ça, c'est une structure assez établie, et pour autant, le côté un peu dialectique de ça, c'est qu'on va rester le plus souple possible, on va être attentif à ce qui se passe dans l'ici et maintenant, et donc s'il faut transiger un peu sur un objectif, eh ben, on revient en arrière, et puis on avancera un peu plus après, et si le patient n'est pas d'accord avec nous, on s'adapte.
En résumé, le cadre est souple et s'adapte au progrès effectué. Ce qu'on a comme focus majeur, c'est qu'on veut que tout le monde, au bout du suivi, pense en termes d'hypersensibilité interpersonnelle et que ça puisse devenir notre langage commun, qu'on se fixe des objectifs et qu'on les réévalue de façon très régulière et qu'on n'hésite pas à se mettre en cause nous aussi si ça ne fonctionne pas, et que ce qu'on veut dans ce traitement, c'est favoriser l'autonomie de l'ado. Donc on va être très attentif à tout ce qu'il peut apporter lui-même et au progrès qu'il fait lui-même dans la thérapie. Voilà, je vous remercie et on passe aux vignettes de cas.